Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Baisser les dotations des collectivités pour faire des économies. Alors c'est une des annonces du gouvernement en quête de budget, mais pas forcément une bonne idée pour les départements et leurs écoles. On en parle dans quelques instants dans la première partie de cette émission. Interroger nos relations et les stéréotypes amoureux, c'est l'exercice du premier roman de Maureen Desmailles. On en parle avec elle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Charlotte Sauvaget nous parlera de la question du moment sur les réseaux sociaux. Faut-il rester ou quitter X, l'ex-Twitter? C'est la question effectivement qu'on se posera avec Charlotte, mais avant cela, place à l'actualité d'éducation avec Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Virginie. On commence ce journal par un programme qui fait déjà débat avant même d'avoir été dévoilé, celui sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et oui, vous le savez, depuis 2001, une loi impose l'organisation d'au moins 3 séances d'éducation à la vie sexuelle et affective par an. Seulement, voilà, un nouveau programme doit donc voir le jour. Un programme qualifié de très progressif et très séquencé par la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet. Mais il provoque déjà de vives inquiétudes, notamment du côté de la droite, alors qu'il n'est toujours pas sorti. À l'occasion des questions au gouvernement, c'est Max Brisson, sénateur LR, qui a interpellé le ministre chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel, Alexandre Portier, avec notamment une question. Un programme était-il nécessaire? Le ministre s'est donc chargé de lui répondre oui, mais pas en l'état. Écoutez. L'école a pour mission de protéger nos enfants et en même temps de les aider à construire leur jugement par eux-mêmes. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut un programme pour les aider à comprendre le monde qui les entoure. Mais c'est aussi pour ça qu'il est évidemment hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Et je vous le dis à la fois comme élu, mais aussi comme beaucoup ici en tant que père de famille, ce programme, en l'état, n'est pas acceptable. Et il doit être revu. Le point, évidemment, relevé par la droite aussi, c'est celui de la théorie du genre, un sujet plus que controversé dans notre société, qui pour Alexandre Portier n'a tout simplement pas sa place dans nos écoles. Premièrement, je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne devrait pas y avoir sa place. Deuxièmement, le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Et je veux un encadrement très strict de tous les intervenants qui auront à porter ces sujets dans nos établissements. Alors si le ministre reconnaît que l'école a un rôle à jouer, l'application de la loi 2001 reste pourtant insuffisante. Selon le Conseil économique, social et environnemental, seulement moins de 15% des élèves bénéficient d'éducation à la vie affective et sexuelle. La santé mentale est encore et toujours au cœur de l'actualité. Michel Barnier avait d'ailleurs déclaré lors de son discours de politique générale faire de la santé mentale une grande cause nationale pour l'année 2025. Et ce sont finalement les députés socialistes qui se sont emparés du sujet. Et oui, hier c'est la députée socialiste de l'Orne, Chantal Jourdan. Elle a annoncé vouloir proposer une loi visant à former les jeunes de 16 à 26 ans aux gestes de premier secours en santé mentale. Objectif, créer une culture commune à la santé mentale en France. Tout le monde a une santé mentale. Ensuite, il s'agit donc de savoir mieux repérer ou répondre donc à des personnes présentant des signes de malaise ou de souffrance psychique. Aussi d'apprendre à mieux écouter, à mieux savoir faire. Donc voilà, durant cette formation, on va apprendre à mieux aborder donc ces situations-là et à rentrer en contact avec la personne voilà, qui semble avoir besoin d'être aidée. Et puis bien sûr, surtout, il s'agit vraiment de déstigmatiser le trouble psychique. Une initiative qui passe notamment par la création d'un pass premier secours. Il est inspiré du pass culture. Ce dispositif donnerait un accès gratuit à une formation au premier secours en santé mentale pour les personnes âgées de 16 à 25 ans. Donc, les personnes formées pourraient ainsi, je cite, accueillir la parole d'une personne en difficulté, créer un espace sûr pour qu'elle puisse exprimer son mal-être et ensuite la rediriger vers les structures adaptées pour obtenir de l'aide professionnelle. Selon l'AMS en France, on estime
estime que 15% des 10-20 ans ont besoin de suivi ou de soins et 7,5% des Français âgés de 15 à 85 ans ont souffert de dépression au cours des 12 derniers mois. On va maintenant parler d'une belle initiative récompensée hier soir à l'Elysée lors de la soirée Talent des Cités 2024 pour célébrer l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la ville, celle de 2 Marseillais qui ont décidé d'aider les jeunes lycéens en mal d'orientation. Et oui, vous le savez, les lycéens ont parfois des difficultés à s'orienter, c'est peut-être le cas chez vous, et à trouver leur voie, notamment via Parcoursup. Pour les aider, vous l'avez dit, 2 Marseillais, Wassim Benouis et Yohan Raveil, ils ont créé une application, c'est Studiava, qui a donc reçu le prix Radio France. L'idée, c'est de proposer aux lycéens des formations post-bac adaptées à leur profil sur le modèle d'une application de rencontre. C'est un peu le Tinder de l'orientation, alors c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Wassim Benouis, cofondateur de cette plateforme, pour qui c'était un enjeu national. Aujourd'hui, un jeune sur Parcoursup, il a 23 000 formations qui lui sont proposées. Comment faire le tri ? Aujourd'hui, un humain n'en est pas capable. Donc l'idée, c'est vraiment de venir les accompagner sur ce travail-là. Pouvoir faire un premier tri sur les compétences du jeune, son profil, ses ambitions. Et à la fin, permettre, une fois que le tri est fait, d'avoir ce commentaire-là des conseillers d'orientation, des professeurs principaux, des gens de l'éducation nationale qui vont venir commenter ces vœux qui ont été obtenus grâce à l'outil. Donc l'orientation est une cause nationale sur laquelle on s'inscrit et on veut répondre de la plus belle des façons. L'objectif donc de cette nouvelle plateforme est d'aider tous les jeunes en quête d'orientation, qu'ils soient issus des cités ou des quartiers ruraux, pour une idée principale, faire comprendre les enjeux d'une bonne orientation dès maintenant. Avant de vouloir se débrouiller tout seul, il faut qu'on ait en tête l'importance des enjeux de l'orientation. On s'en rend compte souvent très tard, pour les plus... Enfin, des fois, c'est 23h59 à la veille de clôture Parcoursup, mais souvent, c'est 2 ans ou 3 ans après. Et on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix, qu'on a fait le choix par défaut, ou on est allé dans une telle ou telle formation parce que son meilleur ami était là-bas. Donc nous, on veut casser tout ça. On veut d'abord sensibiliser, faire comprendre aux jeunes qu'ils peuvent devenir ingénieurs, avocats, médecins, mais aussi avoir des métiers... entre guillemets plus simples, mais qui leur correspondent plus, en se renseignant sur leur formation et en allant chercher les outils qui peuvent les aider à faire le meilleur choix. À noter que déjà 3000 jeunes ont été aidés par Studiava. En Australie, maintenant, les députés ont donné ce mercredi leur feu vert au projet de loi visant à interdire l'accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux. Et oui, ce projet de loi doit encore être débattu au Sénat, mais c'est en tout cas un bon début. Il a été adopté par les députés par 102 voix contre 13 uniquement. C'est le Premier ministre australien, Anthony Albanese, qui en est l'instigateur. L'objectif, obliger les plateformes telles que X, Facebook, TikTok ou encore Instagram à prendre des mesures pour empêcher les moins de 16 ans d'y accéder. En cas de non-respect de cette obligation, des amendes pouvant aller jusqu'à 31 millions d'euros pourraient être imposées. Vous vous en doutez, les plateformes concernées ont déjà réagi, ont dénoncé une décision précipitée, exprimant, je cite, de sérieuses inquiétudes sur des potentielles conséquences imprévues. La mise en œuvre de cette loi reste encore un peu floue, mais c'est en tout cas un premier pas. Et sachez que l'Australie n'est pas le premier pays à restreindre l'accès aux réseaux sociaux aux plus jeunes. En Floride, aux États-Unis, une loi doit entrer en vigueur en janvier pour interdire l'ouverture des comptes aux moins de 14 ans. L'Espagne a quant à elle voté en juin dernier une loi interdisant l'accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux. Et en Chine, les moins de 14 ans ne peuvent plus passer plus de 40 minutes sur la version chinoise de TikTok. Retour en France, on connaît désormais le lauréat du prix Goncourt des lycéens, Charlotte. Et oui, après plus de 2 mois de lectures assidues, des 14 romans en lice par près de 2000 élèves de la seconde au BTS partout en France, le lauréat du prix Goncourt des lycéens 2024 a en effet été annoncé ce midi après des heures de délibération à huis clos. Et il s'agit de Madeleine avant l'aube. C'est un livre de Sandrine Colette. Ce livre, c'est l'histoire de 3 familles de paysans qui, travaillant la terre, une terre qui n'est pas la leur, leurs journées sont rythmées justement par ces travaux dans les champs et par la crainte de leur maître. Un jour, une femme découvre une enfant perdue dans sa grange, c'est Madeleine, et l'enfant recueilli va peu à peu bousculer toutes leurs habitudes et braver les interdits dictés par les puissants. Une histoire forte qui a ainsi permis à Sandrine Colette de remporter ce 37e prix de Goncourt des lycéens. Je suis transportée de joie, c'est ce qu'elle a dit au Figaro aujourd'hui. C'est ce que je pouvais espérer de mieux. C'est un prix de jeunes, de lecteurs. Cela a une valeur inestimable. Il y a quelque chose de sincère, de libre dans leur choix. Les lycéens sont hors des prix, hors de tout entre-soi.
À noter que le Goncourt des lycéens peut représenter certaines années plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus. Selon l'organisateur, il s'agit du 2e prix littéraire le plus vendu en France. Merci beaucoup Charlotte. Au chapitre des économies du budget 2025, il est aussi question des territoires et des dotations allouées aux collectivités. Des dotations qui financent notamment l'école et les activités périscolaires. Alors elles sont en sursis. C'est la question que l'on va se poser tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Jérôme Béranger, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président du conseil départemental de l'Essonne, en charge des collèges, c'est bien ça? Et de la réussite éducative. Et la réussite éducative. Olivier Beaufrère, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à nouveau sur ce plateau. Vous êtes secrétaire national du SNPDN UNSA. N'est-ce pas? Les discussions sur le vote du budget continuent d'échauder la classe politique, mais aussi la société civile. Les Français sont inquiets et il y a de quoi. Mais il y a eu un signal positif quand même envoyé, enfin positif, en tout cas c'est ce qu'on a dit, avec l'annulation par les députés le 29 octobre en commission des finances de la suppression de l'idée de la suppression des 4000 postes enseignants prévus dans le budget 2025. Est-ce que c'est définitivement entériné déjà ça? Est-ce qu'on a une information? Écoutez, pour l'instant, on attend bien sûr le vote du budget. Il y a eu effectivement plutôt des annonces, mais on n'est pas du tout certain aujourd'hui du résultat. Donc on reste en attente. C'est plutôt du domaine de l'État, les 4000 postes d'enseignants, et voir comment ils seraient répartis. Il y aurait effectivement dans notre jargon un solde de 2 TP d'équivalent temps plein. Et effectivement, il pourrait y avoir quelques postes qui se dégageraient, mais aucune certitude au moment où nous parlons. Aucune certitude de votre côté non plus? Alors, j'ai entendu le signal, mais je rappelle que pour les départements, c'est notamment la chute des fameuses DMTO, des droits de notaire qui impactent le plus nos budgets. Le département de l'Essonne a perdu 130 millions d'euros. Il nous faut faire un effort de 50 millions supplémentaires sur le budget 2025. Donc, la question budgétaire et des lois de finances a un impact, mais il est mineur par rapport aux efforts et à la perte des droits de mutation. Voilà, il reste une vague d'économies prévue et qui touche évidemment écoles, collèges et lycées. C'est la baisse des budgets de fonctionnement des établissements scolaires. Je vais y arriver. J'aimerais savoir de quoi on parle quand on parle justement de cette baisse des budgets de fonctionnement. Est-ce qu'on parle de chauffage, d'électricité, du bâti scolaire? On parle déjà de la dotation globale de fonctionnement que nous versons chaque année à chaque collège. 101 collèges dans le département, 101 dotations qui sont versées. Et nous, de notre côté, pour absorber l'effort et la difficulté, on a demandé un effort à chaque collège de 5% de diminution sur cette enveloppe, qui représente un effort de 430 000 euros sur un budget total de 7,5 millions. C'est notre façon de solliciter à la fois de nos établissements, de nos partenaires. On sollicite sur les dépenses sociales, on sollicite sur le handicap, on sollicite sur l'association à qui on verse une subvention pour le cancer du sein. Donc on s'est dit, on va y aller, c'est une mesure provisoire, le temps que ça aille mieux, mais on ne peut pas demander un petit effort à l'ensemble des partenaires. Mais quand vous demandez en fait 5% d'effort, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'en fonction des collèges, ça va être réparti de manière différente? Alors si vous voulez, c'est un pourcentage, donc en fonction du nombre d'élèves, de la capacité, de la taille de l'établissement. Ce sont des subventions, enfin des dotations qui fluctuent en moyenne, la plus basse 30 000, peut-être à 110 ou 120 000 euros pour un plus gros collège. Donc 5%, vous faites le calcul. Alors c'est un effort qu'il va falloir faire au sein de la vie de l'établissement, avec parfois des leviers. J'étais hier dans un CA où on a pu faire par exemple sur la location des copieurs une économie de 500 euros. Donc tout le monde va aller chercher peut-être des postes d'économie en essayant à chaque fois, j'imagine, de préserver la partie pédagogique. Olivier Beaufrère. Alors effectivement, vous le savez, donc l'État a des compétences, qui sont des compétences de nos enseignants au niveau des examens. Et puis il y a également donc la partie donc bâtimentaire, fonctionnement, qui est confiée aux collectivités territoriales, donc premier degré mairie, collège pour le second degré, et puis département, et puis lycée effectivement pour les régions. L'important c'est que chacun reste bien, je dirais, dans son champ de compétences. Et il va falloir certainement qu'effectivement tout le monde puisse faire des efforts. Les efforts étaient déjà attendus. Il faut se rendre compte qu'on était quand même déjà dans des situations qui pouvaient devenir, pour certains établissements, je pense peut-être à des collèges avec un petit effectif, un collège qui avait par exemple plus forcément, on ne va pas être trop technique ce soir, mais plus forcément effectivement une gestion complète de sa restauration scolaire. Les marges financières étaient déjà quand même assez tendues. Et là, l'effort peut inquiéter. Ce qui est fondamental, c'est qu'on ne touche pas au fonctionnement, qu'on ne touche pas
au pédagogique, même si on fait des efforts, et qu'on poursuive, je dirais, les missions de bien-être et de réussite des élèves. Ça me semble être très important. Je pense que c'est important pour tout le monde et vous l'entendez aussi, hein, j'imagine, Jérôme Béranger, mais je ne comprends pas très bien comment on peut réussir à faire, dans une époque où ça fait 3 ans à peu près qu'on a cette émission School TV et bien avant, on sait que l'éducation déjà avait de gros problèmes de finances, de financement de manière générale. On sait qu'aujourd'hui c'est très difficile. On doit tous faire des efforts, on l'a compris. Maintenant, ne serait-ce que sur les cantines scolaires, le sujet est vraiment très inquiétant. Comment vous allez procéder? Alors, sur les cantines, ces dernières années, on a mis énormément d'argent supplémentaire. Rien que le fait de l'augmentation du coût de la vie sur les denrées alimentaires au département de l'Essonne, l'année dernière, c'est plus de 2,5 millions sur l'achat des denrées. On va aussi vers plus de qualité. Le département de l'Essonne a un taux de produits bio, de filières courtes important. Sur ces sujets-là, on a décidé, en tout cas dans la construction de notre budget 2025, qui sera voté en février, de ne pas rogner sur ces postes. Je vous le disais, on rogne sur la DGF, on a forcément des contraintes un peu plus... La dotation globale de fonctionnement. Oui, on rogne, on va être beaucoup plus tendu par contre sur les moyens de remplacement. On a des agents du département qui entretiennent, qui font la cuisine, qui servent les élèves au quotidien. Et là, forcément, mes marges de manœuvre dans la construction du budget 2025 vont être un peu plus serrées. Mais ça veut dire quoi au quotidien, très clairement? Plus serré, c'est que peut-être que quand on a un agent de restauration ou un agent d'entretien absent, d'habitude on essayait de le remplacer peut-être le jour J, mais on va peut-être attendre le jour J+2 pour tenir notre ligne budgétaire et tenir l'année avec les moyens qu'on aura. Un agent de restauration qui n'est pas là, j'imagine qu'il n'était pas là en trop, donc comment on fait? C'est-à-dire que c'est un prof qui va aider? Alors non, il y a bien, on parle des différentes fonctions, les collectivités sont là pour l'entretien, pour la restauration, donc on adapte le service, on fait en sorte que ça passe. C'est pour ça que je vous dis, on va pouvoir tenir une journée, mais le lendemain, il faudra quand même qu'on arrive à mettre des moyens supplémentaires. Mais finalement, en gardant une journée, c'est la ligne budgétaire qu'on empiète un peu moins, et ce qui va nous permettre de tenir, en espérant une fois encore que, je vous le disais, le cœur du sujet, au niveau des départements en tout cas, c'est la question immobilière et des transactions immobilières qui ne sont pas au rendez-vous. Moi, je dis à nos auditeurs, acheter des maisons, acheter des appartements, c'est ce qui fait aujourd'hui rentrer des millions d'euros dans les caisses des départements. Si seulement ils avaient les moyens pour les acheter, c'est un peu le problème, parce que tous les Français sont dans la même situation. Enfin, pas tous, mais les taux baissent, c'est peut-être un espoir. Oui, je ne sais pas si c'est sur le sujet. Une réaction? Le fonctionnement quotidien d'un établissement est fortement perturbé à partir du moment, effectivement, où on a parfois 2 personnels absents. On peut aussi avoir certains postes qui n'étaient pas couverts. Le principe est très clair. Si on a un agent de restauration, alors si c'est un chef de cuisine, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il y a bien sûr généralement un remplacement par un second de cuisine à notre établissement, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Très souvent, c'est très clair, c'est un peu moins de ménage. Et voire dans certains cas, ou des repas froids ou des repas très simples, parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel. Et puis on aura le problème, par exemple, de la fermeture le soir. C'est-à-dire que si on a décalé du personnel, qui fermera l'établissement le soir? Donc on peut imaginer beaucoup de complications quand même pour les familles, parce que ces familles qui travaillent, qui ne peuvent pas... On aura bien sûr les heures habituelles, mais c'était déjà des éléments que nous connaissions depuis plusieurs années. Donc il est très clair que la tension du remplacement des personnels, mais que ce soit les personnels de la collectivité territoriale du département ou même des enseignants, on est sur la même tension actuellement, ça pose forcément un fonctionnement à minima de l'établissement, et donc différent. Donc sur une restauration, si on n'a personne, effectivement on peut être sur des repas froids, on peut être sur d'autres entrées, on peut être effectivement sur des desserts qui vont être beaucoup plus simples, un type yaourt, choses comme ça. Il faut qu'on soit clair. Donc il y a un moment où on peut entendre l'effort, mais il y a un moment où le fonctionnement va être extrêmement compliqué. Les baisses aussi, les réductions budgétaires, est-ce que ça touche le bâti scolaire? Alors ça touche le bâti scolaire, puisque quand je vous disais qu'il nous faut trouver 50 millions dans notre budget, forcément on a des projets de rénovation. On a rénové 10 collèges en 10 ans dans le département de l'Essonne, mais la liste, quand on a 100 collèges, tous quasiment construits dans les années 50, 60, on a une dégradation quasiment logique et qui se déroule au même moment. Donc 10 collèges rénovés, on avait d'autres projets qui étaient dans les cartons avec des études qui ont pu commencer. Ça va nécessiter de différer un certain nombre de projets. Et puis dans l'Essonne, on avait aussi en projet la construction de 8 collèges. On en a livré un en septembre à Massy. On en a un autre qui est en cours de construction à Vissou. Mais là aussi, forcément, ça va avoir un impact budgétaire en investissement avec des projets qu'on va devoir différés, alors qu'ils sont nécessaires aujourd'hui pour désengorger un certain nombre d'établissements, par exemple dans l'Essonne, dans le Nord-Essonne, où on a une pression démographique importante. Oui, et puis différer, si ça a déjà commencé, forcément c'est une perte financière aussi pour le département. Alors
c'est une perte financière, c'est parfois des marchés qui sont lancés qu'on va devoir freiner parce que voilà, donc ça a un coût financier et voilà. Non, c'est pas une situation facile actuellement. Non, clairement, près de 80% des établissements doivent connaître des opérations de rénovation dans les années à venir pour respecter les normes de performance énergétique. Alors là, franchement, c'est quand même magique, c'est-à-dire qu'on a une imposition, on nous impose des normes et en même temps, on nous impose une réduction budgétaire. Comment on fait avec ça ? La certitude aujourd'hui sur le bâti scolaire, je pense que la plus grande priorité sur le département de l'Essonne, c'est déjà la sécurité des établissements. Et ça, c'est un sujet sur lequel on travaille effectivement en grande intelligence. Maintenant, le bâti est tel qu'il est, vous l'avez précisé, c'est un bâti qui peut être vieillissant. De là à parler à de normes qui pourraient permettre une amélioration environnementale, je pense qu'on peut en être très loin. Et quand on sait les coûts de ce type d'opération sur des bâtiments, les annonces budgétaires nous font penser qu'on va être certainement sur des budgets très ralentis, voire des budgets peut-être reportés ou annulés. Mais donc ça veut dire qu'on ne sera pas très regardant justement sur ces fameuses normes de performance énergétique exigées par l'État ? On a des objectifs fixés effectivement à horizon 2030, alors que l'on traite, parce que pour moi le sujet il se traite vraiment lors de grosses rénovations, quand on intervient de manière massive sur un établissement, mais forcément ça va avoir un impact et on va avoir du retard. Vous savez, l'État fixe souvent des normes qui ne s'appliquent pas forcément à lui-même et qu'il va nous falloir revoir à la baisse forcément. Alors, vous êtes vice-président du Conseil de l'Essonne, mais c'est vrai qu'on parle de toute la France de manière générale et on a vu que dans beaucoup de collèges et lycées, et peut-être même écoles primaires aussi, des problèmes de chauffage l'hiver, des fenêtres qui n'étaient pas complètement hermétiques, des enfants qui avaient froid pendant les cours, on les voyait avec des doudounes, etc. C'est pas partout, hein, certes, mais ça existe quand même. Quand on est dans une logique aussi de réduction budgétaire, est-ce qu'on va quand même mettre le chauffage pour arriver à une température... Je parle de ce que je connais. Donc je connais le département de l'Essonne, je connais la commune de Viry-Châtillon, donc personne n'a froid dans ces salles de classe, même si... Personne n'a froid en Essonne ? Personne n'a froid en Essonne. Et personne n'a chaud l'été ? Pas à ma connaissance. Alors chaud l'été si, parce qu'on a des bâtiments forcément qui ne sont pas adaptés au réchauffement climatique, mais ce que je veux vous dire, c'est que ces dépenses, jusqu'à présent, il y a eu un surcoût important, hein. Les factures d'électricité et de gaz ont été multipliées par 5 avec la crise en Ukraine. On a pris à notre charge, sans impacter les budgets des établissements, en tout cas en Essonne, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision. Alors, ce que l'on fait, mais ça c'est aussi pour économiser l'énergie, c'est de se dire, tant qu'il ne fait pas trop froid, on essaye de ne pas enclencher le chauffage. Mais c'est toujours un sujet de mi-octobre, juste avant les vacances. Est-ce qu'on tient jusqu'aux vacances ou est-ce qu'on fait dans toutes les familles, hein. Mais chez nous, on le fait aussi. Voilà, exactement. Enfin bon, je rappelle quand même 63 000 bâtiments, 157 millions de mètres carrés, si je ne me trompe pas, chef. Les écoles, collèges, lycées représentent un tiers du patrimoine public. C'est quand même beaucoup. Donc 5 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités par le gouvernement. On va les trouver comment, les vos frères? Écoutez, nous ne sommes pas effectivement dans les économies, nous sommes plutôt effectivement... dans les dépenses. les utilisateurs, les usagers. Non, c'est vrai qu'il peut y avoir des établissements, si on a une vision un peu plus nationale, on peut avoir des établissements qui peuvent être dans des situations architecturales beaucoup plus compliquées. On a tous chaud l'été, ça c'est extrêmement clair, on n'est pas prêt. Il faudrait vraiment qu'on fasse un travail de fond. Ce qu'on a aussi, c'est qu'on a des collectivités territoriales qui ont mutualisé tout ce qui est effectivement gaz, électricité, eau, d'autres qui ne l'ont pas réalisé. Et c'est vrai que pour les structures, les collectivités territoriales qui n'ont pas réalisé cette entrée, pour les établissements, c'est extrêmement tendu et compliqué parce qu'on a des budgets qui ont littéralement explosé. Et là, on a des établissements qui sont en grande difficulté. Donc là, on peut s'inquiéter, se dire, suite effectivement aux restrictions budgétaires, on aura peut-être des établissements qui seront en difficulté pour payer les factures. On peut en être là. Donc il y aura certainement des arbitrages à rendre. Ce n'est pas le cas effectivement dans le département de l'Essonne et dans la région Île-de-France. Et qui pourtant connaît une hausse du nombre de collégiens. Tout à fait, en Essonne, on est un des départements d'Île-de-France où chaque année, depuis 5-6 ans, on a entre 400 et 1200 élèves supplémentaires. Bon, ça veut dire qu'il fait peut-être bon vivre chez vous, hein, c'est aussi pour ça peut-être. Il fait bon vivre en Essonne. Voilà, exactement. Mais effectivement, ça peut nous inquiéter, et vous en priorité. On peut imaginer aussi que bien ces restrictions budgétaires impactent
enfin, on n'espère pas, mais impacte malgré tout l'apprentissage des élèves. C'est-à-dire qu'en fait, les conditions d'enseignement peuvent se dégrader, les élèves ne peuvent peut-être avoir les professeurs proposer moins de projets pédagogiques, moins de voyages scolaires ou de sorties scolaires. Alors c'est un sujet sur lequel on on a une particularité, on a un dispositif qui s'appelle ODE, Offre de découverte éducative, et c'est une dotation de 25 € par élève et par an. Et les enseignants, l'équipe de direction, ils font tout un choix d'activités, de sorties ou de voyages scolaires. Compte tenu des contraintes, cette année, on a dit on maintient, parce que c'est une dépense facultative. Il faut bien comprendre que le département a les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives. On aurait pu dire tout ce qui est facultatif, il faut qu'on trouve 50 millions. Bien sûr. On arrête. C'est pas le choix qu'on a fait. On a dit on vous demande juste un petit effort. On revient à 23 € comme il y a 2 ans. Et promis, dès que la situation revient, on remettra les 25 €. D'accord, donc oui, c'est un temps limité. C'est un temps limité. Et un choix parce que justement c'est culturel et que c'est important pour les élèves. Voilà, donc on a décidé de ne pas rogner sur le pédagogique. On a des activités gratuites qui sont proposées au collège, la sortie au mémorial de la Shoah, un partenariat avec la Miss. On dote aussi, on a installé des distributeurs de protection hygiénique. C'est pas pédagogique, mais c'est du quotidien pour les jeunes filles. Bon, bah, il faut 100 000 € pour remplir les distributeurs tous les ans. Ça, j'ai demandé à le protéger, à le sanctuariser. C'est une enveloppe de 200 000 € dans mon budget. Voilà. Mais alors, si je rebondis, bon, c'est ce qui se passe dans les Essonnes, et tant mieux. Mais donc, du coup, eh bien, le quotidien des élèves, c'est le bon vouloir de ce qui se passe dans les collectivités, les beaux-frères. Disons qu'il va déjà falloir assurer le fonctionnement quotidien, le fonctionnement premier dans les obligations effectivement des collectivités territoriales. On va tenter d'être sur des entrées qui vont être des entrées de construction, des entrées partenariales, des échanges. Il faudra très certainement être plus vigilant sur certains projets et également peut-être porter plus éventuellement des demandes appuyées, mais on sait pertinemment que sur certaines collectivités, ça sera difficile de pouvoir peut-être abonder comme les années précédentes. Le département du Nord, par exemple, a annoncé fin septembre qu'il renonçait à financer le programme Collège au cinéma, qui permet donc à des élèves d'effectuer un travail pédagogique autour de 3 œuvres cinématographiques. Alors certains vont dire mais c'est pas grave, ils ont qu'à aller au ciné avec leurs parents, mais c'est complètement faux. Enfin, c'est le principe de l'école justement, c'est de travailler à partir d'œuvres. Tout à fait. Voilà. Il y aura des choix. Là le conseil départemental de l'Essonne a fait le choix de baisser légèrement effectivement la dotation. Donc bon, 2 € sur 800 élèves, ça fait quand même 1 600 €. Donc c'est quelques projets forcément en moins. Oui. C'est un choix. Il y a poursuite effectivement du projet. D'autres collectivités vont avoir ce type d'annonce. Donc on sera très certainement dans une phase où on va avoir peut-être moins de projets, moins d'entrées, moins de diversité. Et on l'entend. Le comprendre, je ne sais pas, mais l'entendre, oui. C'est pas évident de répondre à tout cela, mais enfin quand même, sur le plan politique, comme message, toucher une fois de plus au budget de l'éducation, même si, bon, il reste quand même un des budgets les plus importants de l'État, mais ça en dit quoi de la société? Une petite réaction par rapport à ça, l'un et l'autre? Moi, l'éducation, j'ai découvert ce secteur en 2018. J'y ai pris goût parce qu'il est passionnant et surtout, c'est l'avenir de nos enfants et c'est l'avenir du pays. Maintenant, comme je vous le disais, un département où on a des compétences essentielles, le social, le handicap, bon, les routes, je les mets un peu de côté, mais même si quand on roule un nid de poule, ça fait pas forcément plaisir. Mais pour moi, c'est des sujets qui sont au cœur de la vie quotidienne de l'usager, de l'habitant. Et je me voyais pas, si vous voulez, demander un effort à la personne handicapée sur son reste à vivre et de me dire on ne demande pas un petit effort à nos partenaires collèges. Je pense que l'éducation c'est primordial, mais quand on a des choix à faire, c'est des choix douloureux à chaque fois de toute façon. Parce que je vous le disais, 50 millions € de dépenses facultatives sur un total de budget d'1,3 milliard, il ne vous reste pas grand-chose, vous pouvez faire des économies. Non, mais c'est ça le problème. C'est où est-ce qu'on va faire les économies, sachant qu'il faut quand même relever le niveau scolaire des enfants et améliorer les conditions de travail des enseignants. On peut entendre un effort exceptionnel qui imputerait peut-être 2 projets sur une quinzaine. C'est quelque chose qu'on peut porter, qu'on peut entendre. Au-delà, ça semble être quand même extrêmement compliqué. On travaille quand même sur le futur de notre société, sur notre jeunesse et tout ce que l'école peut apporter. Vous parliez tout à l'heure effectivement de collège au cinéma. On peut avoir aussi des sorties théâtre. N'oublions pas que certains de nos jeunes ne vont jamais au spectacle si ce n'est avec l'école. Donc, si ces économies ont lieu et si ces économies sont fortes et drastiques, c'est là effectivement où on peut se dire qu'on aura une baisse de la qualité de tout ce que l'on peut construire pour notre jeunesse. Et ça, certains de nos jeunes aussi ne mangent qu'une seule fois par jour et à l'école. Donc le du sandwich dont vous parliez tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Dernière petite question, la menace de la censure qui pèse sur le gouvernement d'ici Noël, est-ce que c'est crédible à vos yeux ou pas ?
Nous avons connu une absence de gouvernement pendant plusieurs mois. On a fait une rentrée scolaire apaisée et structurée et tranquille. On sera prêt à continuer notre mission de service public. C'est vrai que pour se transposer, c'est peut-être actuellement un peu plus compliqué. Il y a des choix. Vous savez que les établissements scolaires du second degré préparent la rentrée scolaire 2025 à compter du mois de janvier. Donc effectivement, il faut qu'on ait des signaux clairs et on les attend. Cette instabilité, elle est inquiétante pour le pays, elle est inquiétante pour nous tous, et au-delà des difficultés ou des contraintes que ce budget va mettre sur les uns et les autres, moi je m'inquiète beaucoup sur le fait s'il n'y a pas de budget dans quelques jours et la tempête financière qui pourrait nous tomber dessus. Et l'urgence, vous voulez dire sur le délai ? Sur le délai et sur le fait qu'un grand pays comme la France n'ait pas de budget et que s'applique le budget 2024 sans aucun garde-fou, avec des marchés financiers qui ne vont pas nous louper au passage, moi franchement ça m'inquiète énormément. Vous en discutez avec les personnes du ministère ? Alors on en discute, j'ai un président de département qui est devenu ministre des Transports il y a maintenant 2 mois, et on fait remonter ses inquiétudes. On avait une réunion hier avec la ministre en charge des collectivités territoriales pour faire remonter toutes ces difficultés, mais au-delà de l'aspect politique, je pense que c'est quand même très inquiétant pour notre pays de ne pas avoir cette stabilité et un débat serein. Mais on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais je crois que le pays a besoin d'un budget. Vous imaginez que si vous êtes vice-président du conseil départemental de l'Essonne et que vous-même, avec tout ce que vous faites pour le département, vous êtes inquiet, imaginez à quel point les Français doivent l'être quand on sent que nos élus sont inquiets. Écoutez, nous, en tant qu'organisation syndicale, on travaille effectivement avec les différents ministres, avec les services. On pousse, on tente de construire au mieux. Maintenant, l'inquiétude est là. Bien. Eh bien, on va marquer une courte pause sur ces jolis mots. Merci beaucoup, Jérôme Béranger, d'être venu sur ce plateau. Vice-président du conseil départemental de l'Essonne, Olivier Beaufrère, secrétaire national du SNPDEN-INSA. Merci. On marque une courte pause. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Maureen Desmailles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Maureen. Vous êtes autrice, entre autres, de La Chasse, parue aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur. Une collection qui se place, on peut dire, résolument du côté du plaisir, l'ardeur. Parler de sexe, d'intimité, de désir, notamment avec les ados, chez les ados. Est-ce que c'était une nécessité au vu, vu sous un autre angle en tout cas, que celui du porno, de ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux? Oui, c'est sûr qu'on peut commencer par dire que la collection a une vocation un peu pédagogique ou didactique. Enfin, l'idée, c'est aussi de montrer que la sexualité n'est pas du tout un impensé, ni chez les ados, ni chez les jeunes gens en général, et que c'est pas parce qu'on leur interdit d'en parler ou on fait pas d'éducation que eux en parlent pas. Allusion à Gérald Darmanin qui avait interdit un bouquin, peut-être. C'était l'année dernière, je crois, bien trop petit de Manucos. Exactement. Ouais. Et donc, bon, déjà, il y a ça, et puis il y a aussi cette idée de proposer des récits autour des éveils à la sensualité, à la sexualité, qui ne soient pas des récits de violence, ou qui ne soient pas non plus des récits traumatiques, mais qui soient juste des récits d'exploration et d'apprentissage de soi dans la joie la plus totale. Mais puisqu'on en parle justement de cette fameuse interdiction, est-ce que c'est pas compliqué? En tout cas, est-ce que ça révèle pas, ça en dit long sur la complexité de parler de la sexualité des ados, lorsqu'on voit que d'un côté, on a 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école par an, seulement 3, mais ça fait débat déjà, certains sont pour, d'autres contre, et de l'autre côté, eh bien, effectivement, cette interdiction de parution d'un livre qui est sur la sexualité des ados, finalement. Oui, puis qui avait en plus, le livre de Manucos avait en plus la particularité d'essayer justement de mettre explicitement en place un discours critique sur toute la culture un peu pornographique, etc., qui peut circuler sur Internet ou sur les réseaux. Et du coup, lui, son but, c'était justement de mettre un peu en balance 2 types de récits. Un récit qui serait un récit un peu violent et un récit qui serait un récit un peu plus problématisé et plus critique, en fait. Et en fait, ce que l'interdiction lui soit tombée dessus, c'est juste un contresens total par rapport au texte que lui a essayé d'écrire. Donc, pour moi, ça montre 2 choses. Ça montre déjà que, oui, effectivement, c'est difficile de parler de sexualité aux ados, mais que c'est surtout difficile
difficile de faire entendre les discours qu'on veut tenir sur ces sexualités-là, en fait, qui sont tout de suite vus comme étant des discours un peu dangereux, de conversion à je sais pas quoi, comme etc. Comme si cette sexualité n'existait pas. Voilà, c'est ça, comme si la sexualité des ados n'existait pas, et comme si les adultes qui portent ces discours n'avaient pas eux-mêmes été des ados. Enfin, donc il y a quelque chose d'un peu lunaire, en fait, dans tout cet embarras comme ça général qui bruisse à chaque fois qu'on essaye d'aborder ces sujets. Avec en tout cas, un sujet, en l'occurrence, que vous abordez merveilleusement bien, qui vient de recevoir 2 prix, le prix Cendre donc 2024 et le prix Vendredi 2024. On va y revenir évidemment, parce que forcément, il y a une satisfaction de là, mais parlons clairement de la chasse. Et ce titre, la chasse, ça évoque évidemment la traque, la peur, le repli aussi quelque part, la survie, clairement. Est-ce qu'avec ce titre, moi j'ai eu tout de suite l'impression d'être plongée dans une scène de film, en fait. Je me voyais déjà dans cette traque, une façon, j'allais dire, de précipiter le lecteur dans un monde animal. Est-ce que c'était votre volonté? Alors, je sais pas si c'était ma volonté. C'est intéressant que vous disiez ça. J'y avais pas pensé. Je pense que ce que je voulais faire avec ce titre, c'était essayer de faire surgir tout de suite une sorte d'imaginaire qui colle quand même à beaucoup de récits qu'on peut donner aux ados, mais pas que par ailleurs. Hein, la littérature généraliste pour adultes est remplie de ce genre de trucs, de relations, notamment entre les hommes et les femmes, qui se pensent en termes de prédateurs et de proies, et comme si relationner ou draguer ou flirter, etc., c'était forcément cette histoire de traque, de chasse, de conquête, etc. Donc je voulais un peu attirer l'attention là-dessus et en faire un point de départ à problématiser pour raconter l'histoire des 4 personnages qui sont dans la chasse. Ouais, 4 personnages très forts, effectivement. On va y venir, on va pas tout déflorer, mais c'est vrai que à travers ce roman, il y a une première scène, une scène absolument magistrale pour parler justement de cette traque, cette chasse qui prend des allures de rituel. Encore une fois, je reviens à mon analogie et puis je vais y venir encore après, mais sur le côté animal, sur le côté nature, homme, et cette ambivalence, toujours, l'image est omniprésente, en fait. Vous êtes rappelé aussi par vos talents de scénariste, de réalisatrice. Alors moi, je suis pas scénariste ou réalisatrice, non, pas non plus, mais j'ai fait des études de cinéma, en fait, et du coup, oui, j'essaye d'avoir une écriture qui est assez visuelle, aussi parce que c'est comme ça que je me suis, je pense, formée à l'art du récit, en fait, en regardant beaucoup de films, etc. Donc forcément, ça transparaît un peu, je pense à l'écriture. Mais ce qui était intéressant aussi avec la chasse et le fait que le personnage, le narrateur, donc Max, il y a toute cette spécificité du livre qui est qu'on ne sait pas si le narrateur est un garçon ou une fille. Et je trouvais intéressant justement d'en faire un personnage qui chasse parce que ça disait des choses sur le personnage. Ça me permettait de jouer justement sur cette ambiguïté de genre. Si on décide que c'est un garçon, si tant est qu'on veuille décider par ailleurs, mais si on décide que c'est un garçon, bon, voilà, ça en fait un profil assez conventionnel de chasseur dans le milieu social qui est celui du narrateur dans le livre. Et si c'est une fille, tout de suite il y avait une sorte un peu de décalage parce que finalement, en tout cas dans le milieu que je décris, c'est pas très courant les filles qui vont à la chasse avec leur père, etc. Donc c'était une activité aussi qui me permettait de jouer sur cette ambiguïté-là. C'est dans l'avant-propos, direct, on est plongé. Dans ce roman, ça commence comme ça, dans ce roman, le genre du personnage principal, Max, est indéterminé. N'en faites pas un mystère à élucider. Point. Le texte ne cache aucun indice, aucune clé qui vous permette d'affirmer que Max est un garçon ou une fille. Les seules certitudes sont celles de votre imagination, car l'histoire racontée vous appartient. C'est absolument magique parce qu'en fait, c'est ça aussi la lecture. Le livre, quel qu'il soit, oui. C'est notre histoire, celle qu'on s'approprie finalement. Oui, complètement. Enfin, moi, c'est un principe de lecture auquel je tiens beaucoup, c'est la lecture est toujours une sorte de collaboration en fait entre l'auteur, le texte et le lecteur ou la lectrice. On participe de façon active au livre qu'on lit et à en construire le sens. Donc en fait, le fait de pas genrer le personnage de Max et de laisser cette responsabilité-là entre guillemets au lecteur ou à la lectrice, ça permet juste d'expliciter ce principe, mais qui est dans absolument tous les romans qui existent, quoi. Donc le côté de l'identité, bien entendu, vous venez d'en parler. Est-ce que c'est aussi un ras-le-bol de mettre les gens dans des cases spécifiques à chaque fois? Je sais pas si c'est une sorte de ras-le-bol. En tout cas, c'est l'idée d'attirer l'attention sur le fait que le genre, on peut faire du genre une caractéristique parmi d'autres dans la caractérisation ou l'écriture d'un personnage, en fait, au même titre que la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc., etc. Alors je dis pas que c'est la même chose, bien sûr on crée un personnage masculin, on crée un personnage féminin, les enjeux qui vont être attachés à ce personnage selon les contextes dans lesquels on les met en place vont être hyper différents, mais c'est aussi l'idée de montrer qu'on peut dépasser ça en fait, et que un personnage pour exister, avoir de l'ampleur, avoir de l'épaisseur, il n'a pas besoin d'être
on n'a pas besoin de fixer son identité de genre absolument. Surtout, vous parlez à la première personne en plus. Hein. Oui, et en plus, je me suis aidée dans le livre quand même. Je me suis pas tiré une balle dans le pied pour me compliquer la vie complètement, mais on parle à la première personne au niveau de l'écriture, donc c'est plus simple. Le texte est pas assez simple, donc ça me permet de contourner une bonne partie des accords, etc., qui auraient été difficiles au passé composé. Donc ça donne une couleur aussi un peu particulière au texte. Mais c'est venu naturellement ou ça a été pensé en amont? D'écrire sans le genre, vous voulez dire? C'est l'idée qui est au départ qui est le point de départ du livre en fait. J'avais cette idée d'écrire une sorte de triangle amoureux avec un personnage central dont on ne connaîtrait pas le genre. Et moi-même, j'ai pas répondu à cette question. J'ai pas écrit Max en cachant est-ce que c'était un garçon, est-ce que c'était une fille. Juste, j'ai pas décidé. Alors, je reviens encore à mon côté animal, je ne cesse pas, mais il y a bien un moment où j'y arriverai. C'est quand même aussi un combat entre l'homme et la nature. J'ai l'impression aussi, l'homme, la question écologique, la façon dont on vit dans ce monde-là et on s'est séparés complètement du monde qui nous entourait. C'est ce sentiment aussi que j'ai eu. Ah ouais, c'est intéressant. C'est pas une question qui m'a trop animée à l'écriture. Mais oui, en fait, il y a... C'est peut-être moi qui suis en fait obsédée par ça. Non, mais d'une certaine façon, je comprends parce que le roman se passe à la campagne. Donc, il y a beaucoup de scènes en extérieur, il y a beaucoup de scènes il y a plusieurs scènes en forêt, etc. Et puis c'est assez présent dans le quotidien de Max lui-même. Donc il y a aussi surtout plus que une connexion peut-être à la nature, c'est surtout l'idée de trouver un peu d'autonomie en fait c'est une question qui est centrale quand on est un ado, une ado, puisque les espaces qu'on peut avoir pour soi, à soi, etc. sont finalement assez rares parce que les parents sont partout et quand ça se passe bien avec les parents c'est super, mais quand ça se passe moins bien c'est un peu plus compliqué. Donc il y avait cette idée aussi par peut-être les espaces extérieurs, etc., d'essayer de rendre un peu d'autonomie aux personnages, quoi. Bon, un autre thème aussi, alors celui-ci, je pense que c'est bon, je pense que j'ai tout dans le mille, c'est l'invisibilité. Max est un garçon dont on dit qu'il est invisible partout, à l'école, chez lui. Ses parents n'ont Dieu que pour son frère qui est brillant. Ça aussi, c'était une chose qui vous tenait à cœur de raconter, d'expérimenter dans ce livre. Oui, alors Max est un garçon ou une fille? Oui, pardon, je dis un garçon en plus, ouais, exactement. Encore une fois, c'est ma lecture. Je vois des singes, des arbres, je vois Max, mais voilà. Bon, c'est mon porno à moi que je me fais. Non, mais c'est votre lecture du livre qui est complètement légitime. Oui, c'était important pour moi de traiter de ce sentiment-là d'invisibilité. Je pense que, justement, l'idée du livre, c'était d'aller chercher qu'est-ce qui fait l'adolescence au-delà de l'identité de genre, et je pense que cette impression qu'on n'est pas vu ou pas reconnu à sa juste valeur, ou qu'on comprend pas, ou que le monde va un peu trop vite ou un peu trop lentement, plutôt même un peu trop lentement, je pense à l'adolescence, c'était des thématiques que j'avais envie d'explorer parce que il fallait faire exister ces personnages pour les lecteurs et les lectrices auxquels le roman était destiné, en essayant d'aller brasser même chez moi des questionnements qui ont été très forts à l'adolescence, qui sont encore présents dans ma vie d'adulte, mais il fallait aller retoucher ces sentiments-là et pour les insuffler aux personnages, pour en faire des adolescents qui soient plausibles en fait. Et les adolescents qui ont des rapports à peu près, on va dire normés, ce qui ne veut rien dire évidemment, mais disons des rapports sains, équilibrés, où on n'imagine pas forcément que l'amour est forcément un phénomène complexe, où on n'est pas forcément dans des rapports, des torsions, on n'est pas forcément dans l'envie de l'autre, dans le désir de posséder. Oui, en tout cas c'est ce vers quoi ils essayent de tendre. En fait, ils sont avant leur grande rencontre, toute l'histoire que je raconte dans le livre, ils sont en fait dans un milieu socioculturel qui est sinon normé, du moins hyper normatif en fait, et avec lequel ils sont obligés de composer comme, je sais pas, 85% des gens qui nous entourent. Donc c'est un milieu où l'hétérosexualité est plutôt une norme, qui est acceptée comme telle, qui est pas tellement questionnée. Avec l'hétérosexualité, la conjugalité, etc., etc. Donc l'idée c'était de mettre en place des personnages qui vont être capables de problématiser ça, ou en tout cas d'essayer de le questionner un peu et de mettre en place des choses pour, sinon en sortir, du moins aménager au sein de ça des espaces qui puissent leur convenir, quoi. Vous avez donc, je disais, reçu le prix Cendre 2024 et le prix Vendredi 2024. Forcément, cette reconnaissance représente, j'imagine, quelque chose d'important pour vous? Oui, c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est un premier livre et du coup, c'est un peu fou d'être récompensé 2 fois. Je ne l'avais pas franchement vu venir. Alors, tous les gens qui reçoivent des prix disent ça, mais je peux vous assurer que je ne l'avais pas vraiment vu venir du tout. D'autant que c'est une collection
qui a été aux polémiques de l'été dernier un peu confidentielle, etc. Donc c'est aussi une façon, je pense, de la mettre en avant d'une façon positive, quoi, qu'elle obtienne aussi la reconnaissance dont elle a besoin. Bien sûr. Merci beaucoup, Maureen Desmailles, d'être venue sur le plateau du Grand JT. Votre livre, La chasse, paru aux éditions Thierry Magnier, collection L'Ardeur. Merci mille fois. Merci. On va tout de suite retrouver Charlotte pour sa chronique. Partir ou rester sur X, c'est la question que beaucoup se posent ces derniers temps. Certains ont même franchi le pas. On voit ça avec vous, chère Charlotte. Et oui, peut-être que vous vous êtes vous-même posé la question, est-ce que faut-il quitter X, ex-Twitter? C'est en tout cas la question du moment, peut-être même une petite tendance, on va dire. Beaucoup ont fait ce choix, à commencer par certains journaux. Le 19 novembre, c'est Ouest France qui a annoncé suspendre ses publications sur X, notamment, je cite, pour la défense des valeurs de notre média attaché à la démocratie, à l'apaisement du débat et au respect de chacun. Le groupe considère également que X a tourné le dos aux médias et n'offre pas des conditions nécessaires à l'exercice serein du journalisme. Une décision qui n'a finalement pas eu un gros impact sur le journal, peut-être même au contraire. Écoutez François-Xavier Lefranc, président du directoire de Ouest France, qui était au micro de France Inter. On ne perd pas grand-chose parce que ça fait déjà de nombreux mois qu'on avait levé le pied. Et là, le petit peu d'audience que ça pouvait encore nous apporter aujourd'hui nous paraît absolument inintéressant au regard de la confiance qu'on renforce dans notre titre auprès de nos lecteurs, parce qu'il y a ceux qui braillent sur les réseaux sociaux, mais il y a tous ceux qui s'expriment. Et je vous dire que depuis hier soir, c'est absolument impressionnant. Le nombre de lecteurs qui nous disent bravo. Et Ouest France n'est pas le seul journal en France à avoir pris cette décision. Sud-Ouest a ensuite suivi et renonce donc à publier sur X tant que des garanties sérieuses de lutte contre la désinformation et en faveur de l'équilibre des débats n'auront pas été apportées. C'est ce qu'a précisé le directeur national du groupe, Nicolas Sterckx, dans un communiqué. Et la France, sachez-le, n'est pas la seule dans ce combat. À l'étranger, le quotidien espagnol La Vanguardia, le norvégien Dagens Nyheter et le britannique The Guardian ont eux aussi passé le cap. Petit coup de tonnerre donc dans l'univers des médias et de X. D'ailleurs, son propriétaire Elon Musk ne s'est évidemment pas empêché de répondre sur son réseau social. Il a donc dit « Ils sont insignifiants », ça c'est sa réponse au Guardian. Et pire encore, il s'est ensuite adressé à ses 200 millions d'abonnés. Les médias, c'est vous désormais, et ça c'est pas très rassurant. Waouh. Il n'y a pas que les journaux qui ont pris cette décision, Charlotte, de nombreuses stars ont aussi fait ce choix. Et oui, preuve que la fuite touche tout le monde. Des dizaines d'acteurs, écrivains, réalisateurs se sont exprimés, à commencer par le mannequin Gigi Hadid qui a désactivé son compte X et a fait une déclaration sur sa story Instagram, cette fois-ci déclarant que la plateforme a été et devient de plus en plus un puits de haine et de sectarisme. Et ce n'est pas un endroit dont je veux faire partie. La liste est longue. Whoopi Goldberg, Jim Carrey, Stephen King, Barbara Streisand, Jamie Lee Curtis et j'en passe. Une décision par ailleurs pas si facile à prendre pour les personnes qui travaillent sur cet outil comme les journalistes et même les politiques. C'est le cas de Marine Tondelier qui l'a expliqué au micro de LCP en partenariat avec France Info et Challenge. Je dois dire que ce réseau social est une souffrance en tant que politique, en tant que femme, parce que c'est très violent tout le temps, que j'ai l'impression que c'est devenu un catalyseur de haine et que toute personne qui a envie de faire ou de dire un truc désagréable se dit tiens, je vais aller sur Twitter, c'est open bar, et ça permet d'abîmer un peu, de casser les gens. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout le système politico-médiatique est organisé autour de Twitter. Si aujourd'hui je veux faire... Non mais regardez les articles dans vos différents médias, je passe... Donc pour l'instant, vous coupez ça Twitter. Si on veut réagir à quelque chose, vous dites Marine Tondelier a dit ça sur X, sur X, si on envoie des communiqués de presse à l'ancienne, ça ne marchera pas. Donc vous ne coupez pas. Moi, je suis sur Mastodon, je suis sur Blue Sky, je suis sur Instagram où les commentaires sont beaucoup plus Mais aussi sympas. sur X. Et aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'être sur X pour faire mon travail. Clair. Alors si ces départs n'ont pas ou peu touché Elon Musk, le retrait de certains annonceurs lui feront peut-être reconsidérer la question. IBM, Apple, Disney, Paramount ou encore Balenciaga ont en effet suspendu leur campagne de pub en ligne sur la plateforme. Une perte qui pourrait être estimée à environ 75 millions de dollars de revenus publicitaires cette année pour X. Et selon le New York Times, 200 autres unités de pub de sociétés comme Airbnb, Amazon, Coca ou encore Microsoft envisagent à leur tour de suspendre ou même
interrompre leur publicité. Moi, j'ai l'impression que c'était déjà comme ça avant l'arrivée de Trump. Mais bon, on a bien compris en tout cas que X traverse une crise avec beaucoup de personnes qui quittent le réseau. Mais comment on peut l'expliquer de manière claire? Est-ce que c'est vraiment Trump qui a joué? Alors justement, en partie, il y a ça. Il y a cette amitié entre Trump et Elon Musk. Vous le savez, le patron de X, Tesla ou encore SpaceX a beaucoup investi dans la campagne électorale du désormais 47e président des États-Unis, en utilisant notamment son réseau social comme relais de ses idées. Une stratégie payante d'ailleurs, puisque vous le savez, le milliardaire a obtenu un poste à la Maison-Blanche. Il sera bientôt à la tête d'une nouvelle commission à l'efficacité gouvernementale. En revanche, X en a pris un coup. Pas moins de 115 000 comptes ont été désactivés dès le lendemain de l'élection de Donald Trump, et ça continue. Mais on ne peut évidemment pas tout mettre sur le dos de Donald Trump. Ce qui est notamment reproché à X, c'est son manque de modération. Le flou aussi face aux certifications des comptes. Vous savez, c'est la petite pastille bleue qui rend aussi floue la crédibilité des informations qui sont données. Il y a aussi la montée du complotisme et du racisme qui a explosé un mois après le rachat de Twitter par Elon Musk. En 2022, une étude a identifié plus de 202% de messages d'insultes anti-noirs américains et plus 61% de messages antisémites. Alors pour François-Xavier Lefranc, qu'on a écouté tout à l'heure, qui est président du directoire de Ouest France, c'est donc ce que Musk a fait de Twitter et de X après qui a changé la donne. En fait, le démarrage, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk et l'annonce par Elon Musk qu'il mettait fin à toute régulation. C'est ça le démarrage. Et on a mis du temps parce que, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais alors nous sommes évidemment extrêmement attachés à la liberté d'expression et on se bat pour ça. Et nous sommes extrêmement attachés au principe du réseau social qui permet à n'importe qui de s'exprimer. Je trouve que c'est un outil fabuleux. La seule chose, c'est que nous sommes pour l'application du droit. Et nous pensons que ça ne peut pas être un univers de non-droit. Or, c'est devenu aujourd'hui un univers de non-droit. Alors on le voit, beaucoup sont tiraillés à l'idée de devoir quitter le réseau social X, partagé entre ce qu'il est devenu, un catalyseur de haine, et ce qu'il était, une plateforme dite de liberté, je me permets la précision. Mais des alternatives au réseau social sont en train de voir le jour, Charlotte. Et oui, une en particulier, c'est Blue Sky, la plateforme lancée en février 2023 et qui commence sérieusement à se faire connaître avec ses 21 millions d'utilisateurs. Et elle reprend aussi de nombreux codes de l'ancien Twitter. Pas très étonnant quand on connaît l'un de ses créateurs, c'est Jack Dorsey, qui est cofondateur de Twitter. De quoi rassurer finalement les nouveaux arrivants. Depuis l'élection de Donald Trump, donc l'utilisation du réseau social a bondi de 519% aux États-Unis par rapport aux 10 premiers mois de l'année. Blue Sky est en tête aussi du classement des applications gratuites les plus téléchargées sur la boutique d'Apple et le Play Store de Google aux États-Unis. On va quand même resituer un petit peu les choses. X perd des abonnés, certes, Blue Sky en gagne, mais les chiffres de la nouvelle plateforme restent quand même bien loin derrière ses concurrents. Thread revendique 274 millions d'utilisateurs mensuels et X est à environ 400 millions l'an dernier. X a encore de beaux jours devant. Non, on n'est pas inquiet pour Elon Musk. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Charlotte. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Il y a deux moments charnières, il n'y en a pas que deux, mais quand même ceux-là sont charnières à peu près systématiquement quand la famille va se recomposer. Le premier moment, c'est avant la recomposition, c'est la séparation. Et là, c'est un deuil massif à faire pour l'enfant, le deuil de la famille unie, de la même façon que les parents, au même moment, font le deuil du couple qui va durer toute la vie, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment très important parce que l'enfant, il n'est pas dans la même temporalité quelquefois, et je pourrais même dire souvent, l'enfant, il n'a pas compris l'état de mal-être du couple. Et même la séparation s'annonce dans la tête des uns et des autres, même entre partenaires, quelquefois on est surpris. Mais pour l'enfant, c'est encore plus la surprise, quand bien même il a pu voir ses parents se disputer, être en conflit, être en tension. C'est pas tout à fait la même pour les adolescents, qui quelquefois voudraient, dans des cas de famille très conflictuelles, de couples très conflictuels, que les parents se séparent et tout ça. Pour autant, quand la chose arrive, c'est pas facile pour eux non plus. Même si on l'a voulu. Et oui. Ou du moins si on croit l'avoir voulu. Exactement. C'est à ça que ça sert d'aller voir des psys. Est-ce que justement, il y a des foyers dans lesquels c'est plus compliqué d'aborder cette question? J'imagine que c'est pas fluide
dans chaque famille, justement, d'en parler. Oui, tout à fait. Nous, on a régulièrement des parents qui nous interpellent par mail pour nous dire j'aimerais beaucoup parler du sujet avec mon enfant, mais je ne sais pas comment. Et donc, c'est aussi dans ce sens-là qu'on a pensé Parlons Règles. Alors aujourd'hui, la partie parents, c'est la moins développée du site, mais on veut vraiment la développer, la co-construire avec des parents pour que ça réponde le mieux à leurs besoins et pour qu'il n'y ait plus non plus de parents qui se disent « Ah mince, comment j'aborde ce sujet ?» quoi. Et en plus, pour le coup, on a fait un peu des cafés des parents, des choses comme ça, et c'était très intéressant parce ça permettait aux parents aussi d'échanger sur leurs différentes techniques. Donc ça allait être de parler même autour d'un goûter, d'essayer de faciliter la conversation avec d'autres jeunes. Enfin voilà, donc il y a plein d'initiatives. Nous, on a envie que ce soit simple pour tout le monde et que ce soit plus un tabou. Rémi Ferrand, je rappelle que vous êtes délégué général de Talents du numérique. On l'a dit, la semaine du numérique et des sciences informatiques va bientôt se dérouler pour la deuxième fois, du 2 au 7 décembre 2024, partout en France. Et c'est un événement qui est piloté justement par Talents du numérique que vous représentez, qui vise, on l'a dit, à faire connaître les métiers de ce secteur, les faire connaître aux jeunes, à susciter bien sûr des vocations. Quels sont les principaux objectifs de cette nouvelle édition? On le dit, c'est la deuxième édition de cette semaine. Les objectifs restent les mêmes, en fait. C'est, comme vous l'avez dit, c'est faire connaître nos métiers, puisqu'on a fait des études et on sait que nos cibles, à savoir les collégiens et lycéens, mais aussi l'ensemble des prescripteurs, parents et professeurs, ont une vision assez partielle et partiale de ce qu'est les métiers du numérique et comment on fait pour y parvenir. Donc l'idée, véritablement, dans cette semaine-là, c'est de créer la rencontre entre des professionnels numériques, quels qu'ils soient, donc issus des entreprises, mais issus aussi de l'enseignement supérieur ou des centres de recherche, et de rendre palpable finalement ces métiers, ces fonctions et ces parcours, donc de créer du face-à-face entre les collégiens et lycéens et ces professionnels du numérique, avec l'idée aussi d'avoir une séquence de communication en massifiant les événements sur cette semaine, afin de pouvoir toucher bien au-delà de ces collégiens et lycéens l'ensemble des prescripteurs que je viens de citer, donc les parents, les professeurs et l'ensemble des proches de ces collégiens et lycéens, puisqu'il faut que la petite musique du numérique atteigne tout le monde. Évidemment, dans le livre, vous donnez plein de cas, mais un des mots-clés qu'on retrouve, c'est la notion de mouvement, de dynamique, l'idée que les relations ne sont pas figées. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un livre basé sur mon expérience clinique, donc j'ai écrit souvent comme ça. C'est le premier livre grand public, mais j'ai publié d'autres livres chez les ESF où je raconte beaucoup d'exemples cliniques, à un côté un peu conteur, qui est peut-être familial chez moi. Mais oui, la relation, elle est mouvante, elle est dynamique, et c'est pour ça qu'il faut toujours se dire qu'il y a encore quelque chose à faire et que c'est important de s'y appliquer. Il est vrai que les débuts de la relation laissent une trace, laissent une marque, une empreinte. Pour autant, on peut aussi se dire que ces choses, elles peuvent évoluer avec l'enfant qui grandit, avec aussi l'adulte qui se décale et l'expérience de vie qui nous fait évoluer. Justement, sur cette rencontre, une bonne façon d'essayer de la rendre fluide, vous donnez quelques conseils dans le livre, c'est notamment d'être clair. Il ne faut pas essayer d'embrouiller les enfants, ça ne marche pas. Oui. Je pense que c'est très important de dire les choses simplement, bien sûr à la hauteur de ce qu'un enfant peut entendre. On ne va pas dire la même chose s'il a 5 ans que s'il a 10 ou qu'il en a 15. Pour autant, je pense qu'il faut dire les choses avec sincérité. Le coup de « je passe une journée avec mon amie, ma copine, ma collègue de travail, et alors plus tard, 15 jours après, on la présente comme son amoureuse », ça c'est un truc qui ne marche pas et c'est pas une bonne idée. À part si c'est vraiment l'histoire. Oui, sauf si ça se si on conclut dans l'intervalle. Mais auquel cas, c'est assez facile à expliquer puisque ce n'est pas un mensonge. Donc, exactement. C'est l'entourloupe qui est difficile. C'est l'entourloupe qui est compliquée. En 2023, la précarité menstruelle concerne près de 4 millions de personnes en France. Ce sont les chiffres qui figurent sur votre site. Plus concrètement, c'est quoi la précarité menstruelle ? La précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas avoir accès à des produits périodiques en quantité suffisante ou alors de devoir se priver de quelque chose pour acheter des produits périodiques. C'est-à-dire, si je suis dans un supermarché et que je dois choisir entre un paquet de pâtes et des produits menstruels, c'est aussi de la précarité menstruelle. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, à la fois via ces questionnaires, mais aussi quand on échange avec les associations avec qui on travaille, que
très souvent, les produits périodiques passent au second plan. Et dans certains cas, il y a des personnes qui ne peuvent même pas s'en acheter du tout, et donc qui vont utiliser du papier toilette pour subvenir à leurs besoins. Et en fait, c'est pas du tout adapté, et ça peut avoir des conséquences très graves sur la santé et sur l'estime de soi. Alors cette semaine, vous l'avez dit, elle a pour ambition aussi de susciter des vocations auprès des jeunes générations, dans un secteur, c'est vrai, qui peine parfois, et on en parle régulièrement sur ce plateau dans l'École du Futur, à attirer de nouveaux talents. La question, c'est pourquoi le secteur du numérique aujourd'hui attire-t-il trop peu de jeunes ? Aujourd'hui, c'est quand même leur génération. Ils sont nés avec ce numérique entre les mains. Oui, alors ce que nous, on sait, encore une fois, c'est qu'on est globalement méconnu, puisqu'on n'est pas forcément dans le quotidien en termes de profession et de métier. Les jeunes sont des consommateurs du numérique, mais ils ne sont pas forcément acteurs. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, et qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour mettre ma petite pierre à l'édifice, pour justement créer ce monde qui est en train de se développer. Donc il y a une méconnaissance, et en plus, après, il y a des représentations fausses ou négatives sur ce qu'est le quotidien d'un professionnel du numérique. On a cette image souvent d'un professionnel seul derrière un écran. Alors on le sait, dans l'informatique, on est en mode projet. Donc évidemment, il y a des compétences techniques, mais il faut aussi de la communication, de l'écoute, de la pédagogie, ce qu'on appelle un peu pompeusement des soft skills. Donc c'est ça aussi qu'on veut dire, un peu casser l'image qu'on peut avoir du quotidien d'un professionnel du numérique et montrer la diversité des parcours. On a fait aussi des enquêtes auprès de nos cibles. Alors, ils peuvent citer un ou deux métiers, souvent le métier de développeur. Il y a 80 métiers dans le numérique, donc c'est extrêmement divers. Et chacun, en fonction de son profil, peut trouver sa voie et faire une carrière, et peut-être même plusieurs carrières, puisqu'il y a évidemment des passerelles entre toutes ces fonctions. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé l'émission. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Théo Boscar, le son Saïd Mamou, le maquillage Laure Edmond, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. On se retrouve demain, évidemment, même heure. Bonne soirée. Ciao.